Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez la bienvenue sur Top Benji. Je suis heureux de vous retrouver dans le cadre de votre édition d'information, la principale de la soirée. Bon confort d'écoute à tous. En marge de la deuxième édition du Monde du Battle Dance que le label Anouva organise, cette structure a également initié un vaste programme de sensibilisation, de formation et d'information à l'égard des groupes de danse urbaine qui prennent part à cette compétition. Reportage. Le label Anouva est une structure de production audiovisuelle, événementielle et de communication. Il a pour mission principale l'organisation d'événements à caractère artistique, culturel, sportif, religieux et bien d'autres. Pour ces périodes de vacances, il chapeaute une fois de plus la deuxième édition du Monde du Battle Dance, une plateforme d'expression et d'échange des groupes de danse urbaine. À cet effet, en marge de cette compétition qui se déroule en ce moment dans la capitale économique, il a initié des programmes de sensibilisation, de formation et d'information à l'égard de la jeunesse. Les thèmes, nous aurions le thème qui va parler, qui va poser la problématique de la prostitution. Nous aurions le thème qui est d'actualité sur le chômage, qui est un thème d'actualité, parce que nous le vivons au quotidien, surtout le chômage de la jeunesse. Nous aurions aussi le thème qui s'inscrit dans la délinquance juvénile. Et enfin, nous aurions le thème de la prostitution. Et pour finir, nous aurons le thème de la violence conjugale. Viser déjà pour nous, c'est que le message passe, que les gens comprennent, parce qu'aujourd'hui danser c'est transmettre un message. Il s'agissait simplement de voir à quel niveau ils évoluaient sur le thème qui leur a été imposé. Et l'objectif était aussi de vérifier les lacunes qu'ils ont dans le travail qu'ils effectuent, donc ce travail justement qui est basé sur ce thème, et de les orienter, de les éclaircir, parce que nous l'avons si bien constaté, et c'était d'ailleurs un bon projet de l'avoir fait, de rencontrer ces groupes-là et de se rendre compte qu'à quelques jours de la manifestation, il y a encore quelques lacunes qu'ils rencontraient. Certains même dont on a pu constater, ils étaient un peu hors sujet. À travers ces différentes actions, cette structure ambitionne responsabiliser et autonomiser les jeunes qui prennent part à la deuxième édition du Monde du Battle Dance. La consommation de drogue, le viol, le vol, le braquage sont là autant de facteurs qui favorisent la délinquance juvénile. Un phénomène qui ne cesse de gagner du terrain au Gabon. Jean-Jacques Rovaria-Djodji pour plus de détails. Ces derniers temps, on enregistre une montée vertigineuse de la délinquance juvénile dans le pays. Ce sont plusieurs enfants qui se font arrêter, des mineurs pour la plupart, qui sont interpellés par les éléments de la police chaque jour qui passe. Dans les quartiers périphériques, on dénonce également les agissements de ces enfants considérés comme des criminels qui sèment la terreur. Ils se placent par bandes et, chose curieuse, ces petits ont déjà un savoir-faire pour détrousser les passants. Les informations recueillies auprès des forces de l'ordre indiquent clairement qu'avant d'agir, ces petits désœuvrés ont des mentors, plus clairement des personnes âgées qui leur indiquent comment faire pour dérober les biens aux honnêtes citoyens. Quelquefois, ces jeunes délinquants sont utilisés pour localiser les proies faciles et bien d'autres encore. Depuis des années, des spécialistes se sont penchés sur les causes de la délinquance juvénile. Il ressort que la pauvreté est l'un des facteurs qui poussent les mineurs à s'adonner à des actes de banditisme. On annonce également que les émissions télévisées ont un rôle dans la montée de la délinquance juvénile. Chez nous en Afrique et au Gabon en général, on laisse les enfants regarder tous les programmes, même ceux réservés aux adultes. En dehors des bagarres entre élèves, la délinquance juvénile au Gabon s'illustre également par le phénomène très récurrent de la consommation d'alcool, du tabac et de la drogue pendant les heures de cours par les élèves. Elle s'est accentuée avec l'ouverture des buvettes aux alentours des établissements scolaires. Malgré les appels des autorités publiques à la fermeture de ces bars, leurs tenanciers ne se sont jamais pliés à ces injonctions. Pour y remédier, la solution ne pourrait-elle pas venir de la lutte contre la délinquance juvénile? Celle-ci ne serait-elle pas l'une des causes de la baisse du niveau d'études d'élèves et étudiants gabonais? La crise économique que traverse le pays ne favorise-t-elle pas aussi cette délinquance juvénile? La cherté de la vie qui baisse considérablement le panier de la ménagère chaque jour ne contribue-t-elle pas à l'abandon des droits fondamentaux des enfants? Des problématiques qui ont été dernièrement posées par certains parents d'élèves lassés de voir cette situation gagner du terrain.
Pour finir, le gouvernement devrait adopter et appliquer des lois et procédures visant à promouvoir et à protéger les droits et le bien-être de tous les jeunes pour que cesse la criminalité. Le comité de suivi du projet d'élaboration du plan sectoriel de l'éducation au Gabon, qui a pour but de combler le déficit aigu de statistiques en éducation au Gabon, a au cours d'une réunion tenue le 23 juillet dernier à Libreville livré son premier bilan. Tanguy Ouama de la radio-télévision Nazareth pour le point. Lancé le 9 août 2018, le projet d'appui à la production des statistiques basiques et l'élaboration du plan sectoriel de l'éducation au Gabon, qui a pour but de combler le déficit aigu des statistiques en éducation au Gabon, a, au cours d'une réunion du comité de coordination du 23 juillet 2019, livré son premier bilan. Occasion d'abord pour le représentant résident de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO de rappeler la nécessité de ce dernier. Ce projet vise 3 effets dans tous les sous-secteurs de l'éducation. Le gouvernement dispose de statistiques basiques récentes et fiables pour l'année 2018-2019. Le gouvernement a une vision claire des défis à relever pour atteindre l'ODD 4. Le gouvernement possède une planification rigoureuse et inclusive du secteur de l'éducation qui prenne en compte tous les sous-secteurs. La mise en œuvre de cet important projet a permis jusqu'ici la réussite de la campagne de collecte de données auprès des établissements et centres de formation sur toute l'étendue du territoire. Cette collecte concernait donc les établissements du préscolaire, du pré-primaire, de l'enseignement primaire et secondaire, de l'enseignement technique et professionnel, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur, de l'alphabétisation, de la formation des adultes et de l'éducation populaire. Cette première étape du projet a permis la reçue des collectes de données auprès des établissements et centres de formation sur l'étendue du territoire. Le comité de coordination affirme qu'au terme de cette première opération de collecte de données dans les 9 provinces du pays, c'est plus de 80% d'établissements qui ont été visités par les agents recenseurs. Nous avons, à travers l'étude, fait un recensement de la collecte des données. Aujourd'hui, l'occasion nous est donnée de vous faire un bilan partiel. C'est à cet effet que, en tant que responsable de la Direction générale de la statistique, nous avons prévu un rapport bilan qui va se faire, en effet, par les techniciens, afin que les partenaires de développement, les collègues directeurs généraux des différents ministères de la chaîne éducative, les secrétaires généraux qui nous ont envoyé les différents référents, que vous appréciez combien de fois ça a été difficile. Faut-il vous rappeler, s'il vous plaît, qu'il s'agissait qu'il s'agit d'un recensement scolaire, avec les difficultés que ça suppose. Nous sommes arrivés à cette étape pour maintenant attaquer la deuxième, parce que dès lors que nous avons entamé la première, qui est l'étape de la collecte de données, la deuxième étape c'est la saisie, la troisième c'est la dissémination. Au regard de ce constat, des propositions ont été faites pour affiner le projet et amender le calendrier des activités pour la production des annuaires et la détermination des stratégies pour un meilleur ordonnancement des actions et la visibilité du projet. Les résultats de cette production statistique, à travers la publication d'un annuaire, permettront au Gabon de disposer d'outils de pilotage de tous les secteurs de l'éducation, d'améliorer sa gouvernance ainsi que l'accès au système éducatif. À Libreville, toujours, le 22 juillet dernier, à son cabinet, Franck Nguema, le ministre en charge de la jeunesse et des sports, a reçu l'international gabonais de taekwondo, Anthony Obam. Pour les deux hommes, il s'est agi, lors de cette rencontre, de faire le tour des maux qui minent le sport national. Tanguy Ouama. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a reçu le 22 juillet dernier l'international gabonais en taekwondo Anthony Obam, avant son départ pour les Jeux africains 2019 qui auront lieu au Maroc. Au cours de cette rencontre, les échanges ont porté sur la situation du mouvement sportif national
et les difficultés qui freinent le bon fonctionnement de la Fédération gabonaise de taekwondo. C'était important pour lui de lui présenter le décor parce que c'est vrai qu'il est là depuis un mois, même s'il a des collaborateurs qui travaillent à ses côtés. C'était important pour moi de le rencontrer et de lui présenter les réalités des athlètes de haut niveau de notre fédération. On sait tous que le taekwondo aujourd'hui traverse des moments très difficiles, mais heureusement que nous avons la commission ad hoc qui travaille pour mettre la fédération sur les rails, c'est-à-dire obtenir un président, avoir vraiment une réelle fédération, parce que c'est pas normal pour l'unique fédération médaillée olympique du Gabon. Vous savez que c'est inévitable, c'est inévitable, et nous étions déjà là l'année dernière pour justement parler de ça, avec l'ancien ministre, pas le ministre sortant, mais le ministre précédent, et il avait donné sa parole que cette question de subvention allait être réglée en 3 étapes. Et l'année dernière, c'est vrai que le processus avait déjà commencé, mais après ça s'est stoppé. Et nous sommes dans les mêmes réalités. Et après discussion avec le nouveau ministre, justement, il est question de régler ça. Pas seulement, je ne dis pas seulement pour parler de ma situation sur le problème de subvention ou des athlètes de haut niveau en général, mais c'est plus pour la situation même de notre fédération et aussi du sport en général au Gabon. Cette rencontre a été une occasion pour Anthony Obam de relancer la question liée aux arriérés de subventions qui tardent à rentrer définitivement dans l'ordre. Actualité en dehors de nos frontières au Burkina Faso, le dialogue politique initié par le président burkinabé Marc-Christian Kaboré s'est achevé ce lundi 22 juillet 2019 sur une note de consensus. Consensus sur le maintien du calendrier électoral qui prévoit des élections couplées présidentielles et législatives en 2020. Le respect strict du calendrier électoral du reste inchangé. Africa 24. Le maintien des horaires du scrutin de 6h à 18h et du calendrier électoral de 2020, la prise en compte de la situation des déplacés dans les élections, le maintien en vigueur de la carte électorale de façon transitoire jusqu'en 2021, la compilation manuelle et électronique des résultats du vote et leur remise instantanée par Vessat Alasseni, ainsi qu'aux représentants des composantes, l'annonce des résultats commune par commune, ce sont entre autres positions qui ont fait l'objet de consensus à ce dialogue politique. C'est ensemble que nous devons tenir ce pari, de permettre à notre peuple de poursuivre son combat et de consolider ses acquis démocratiques à travers des élections ouvertes et transparentes. Au regard de la volonté des composantes de sauver les fondements de la nation, toutes les préoccupations ont quasiment été prises en compte à ce dialogue, à l'exception de la question de l'utilisation de la carte consulaire comme document d'enrôlement et de votation pour les Burkinabés de l'étranger. Au terme des travaux, l'opposition politique a salué l'esprit de dialogue qui a prévalu entre les parties prenantes. Les travaux se sont déroulés en tout cas dans une très bonne ambiance. Comme dit quelqu'un qui l'eût cru. Dans une très bonne ambiance, non seulement au niveau des deux composantes, mais dans une très belle ambiance au niveau des coprésidents, parce que là aussi, qui l'eût cru. Les autres sujets non moins pertinents, à l'instar de la situation sécuritaire nationale, la réconciliation et la relance économique, continueront d'alimenter les échanges entre composantes. Des propositions issues de ces assises permettront de trouver des solutions aux problèmes du pays, foi des participants. Mohamed El Kettani, le président du groupe marocain Attijari Wafa Bank, a été fait le lundi 22 juillet dernier à Abidjan, commandeur de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Une distinction qui, selon un communiqué du groupe, est une reconnaissance de l'engagement du groupe Attijari Wafa Bank et de M. El Kettani pour la consolidation des relations maroco-ivoiriennes. Les précisions dans cet élément signé d'Africa 24. Connaissance de la Côte d'Ivoire à M. Mohamed El Kettani, président directeur général du groupe marocain Attijari Wafa Bank. Il a été fait commandeur dans l'Ordre national de Côte d'Ivoire par la grande chancelière Henriette Dagri Diabaté. Cette distinction marque l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le royaume chérifien. Selon M. El Kettani, c'est à l'instigation de Sa Majesté Mohamed VI qu'Attijari Wafa Bank s'est investi dans le développement de la Côte d'Ivoire via sa filiale la CIB, Société ivoirienne de banque. C'est réellement le témoignage d'un processus qui a été engagé il y a une quinzaine d'années, suite à l'appel de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste,
qui a appelé le secteur privé à s'investir au niveau du continent africain pour accélérer l'intégration et la coopération sud-sud. Mohamed El Kettani a également réaffirmé l'engagement du groupe Attijari Wafa Bank à continuer d'accompagner le développement de la Côte d'Ivoire à travers la CIB, qui est devenue l'un des fleurons du système financier ivoirien. Notre filiale, la Société ivoirienne de banque, en l'espace d'une décennie, alors qu'elle occupait le 8e rang, aujourd'hui elle est dans le top 3 des banques ivoiriennes et qui a investi tous les segments d'activité de la banque et de la finance en Côte d'Ivoire et qui est aujourd'hui un outil réellement de développement au service de l'économie ivoirienne. Mohamed El Kettani a dédié sa distinction aux 20 000 collaborateurs d'Attijari Wafa Bank qui permettent au groupe de contribuer dans 25 pays au développement du continent. 4,2 milliards de dollars, c'est la nouvelle enveloppe débloquée par le gouvernement sud-africain en faveur de la compagnie électrique Eskom, après avoir octroyé 355 millions de dollars à la même compagnie en avril dernier. Le gouvernement tente de venir en aide à la structure surendettée qui fournit 90% de l'énergie en Afrique du Sud. Les précisions dans cet élément signé d'Africa 24. Le gouvernement sud-africain a alloué 59 milliards de rands, soit 4,24 milliards de dollars à la compagnie électrique Eskom. Une enveloppe étalée sur les 2 prochaines années et qui devrait permettre à l'entreprise de régler ses problèmes de dette. Celle-ci a vu sa dette extérieure s'élever à 30 milliards de dollars, accompagnée d'un manque de liquidité chronique. L'Afrique du Sud est obligée de tout faire pour maintenir Eskom en vie. Parce que si Eskom, dans la situation actuelle, venait à faire banqueroute, c'est toute l'Afrique du Sud qui va être dans le noir. Donc, ce qui fait qu'il est très important pour le gouvernement sud-africain d'essayer de colmater les brèches. Ce décaissement fait suite à un premier effectué en avril 2019. Les autorités sud-africaines avaient en effet déboursé 355 millions de dollars pour permettre à la compagnie Eskom de continuer à pouvoir faire face à ses obligations financières. Les perfusions de remise d'argent à Eskom régulières, à mon sens, ne sont pas de façon durable le meilleur moyen d'aider Eskom à tenir le coup ou bien à vivre longtemps. Il vaut mieux poser le problème sur la table, restructurer complètement la dette d'Eskom et rééchelonner cette dette sous une nouvelle base. La compagnie sud-africaine de production et de distribution d'électricité Eskom produit 90% de l'énergie de l'Afrique du Sud. Depuis février 2019, elle fait face à des délestages électriques réguliers qui avaient poussé le gouvernement à la scinder en 3 entités autonomes, responsables de chacune des chaînes de valeur du secteur électrique. Ainsi s'achève cette édition d'information réalisée de main de maître par Castre Tubozo et préparée par l'ensemble de la rédaction qui se joint à moi pour vous remercier. Restez câblés en compagnie des programmes de Top Benché. Vous le savez, l'information se poursuit sur notre page YouTube Top Benché et Gabon officiel. Je serai là demain si cela plaît à Dieu. Bonne soirée chez vous.